La parole est à Monsieur Roland Lescure, rapporteur de la commission spéciale pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, alors que la durée moyenne de détention d'une action était de 8 ans en 1960, elle était de 3 ans en 1980, d'1 an en 2005 et l'année dernière d'à peine 7 mois. Alors qu'à la bourse de New York, vous pouvez acheter puis vendre la même action en moins d'une nanoseconde. Alors que les marchés financiers ont imposé ce rythme effréné aux entreprises qui sont tenues de publier leurs résultats tous les semestres, voire tous les trimestres, voire de commenter en continu, comme on l'a vu ces derniers jours, toutes les rumeurs et les bruits qui les agitent. Alors qu'Internet et les réseaux sociaux démultiplient l'information à la vitesse de l'éclair, permettant à une rumeur, à une révolte ou à une révolution de se propager en quelques heures sans aucun discernement. Alors qu'outre-Atlantique, un président ment et dément sa propre administration en un tweet. Alors que la tentation de l'urgence nous pousse parfois à gouverner ou à légiférer dans la précipitation, je souhaitais vous remercier, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, et vous féliciter pour la manière dont vous avez construit ce texte, dans une démarche inédite de concertation, de réflexion, plusieurs mois avant d'être présenté en Conseil des ministres, avec les parlementaires, avec les entrepreneurs, avec les citoyens. Ce travail au long cours s'est poursuivi en commission, sous les auspices bienveillants, rigoureux, et parfois un peu disciplinés, il faut le dire, de Madame la Présidente ici présente. Je tiens, je pense, au nom de tous les commissaires de la Commission, à vous en remercier. On peut l'applaudir, je pense. Et je ne doute pas que ce travail au long cours, rigoureux, discipliné, mais aussi bienveillant, va se poursuivre dans l'hémicycle. La maîtrise du temps est au cœur de votre méthode, Monsieur le Ministre, et la forme rejoint ici le fond, car le fil rouge de cette loi, c'est tout simplement de rallonger les horizons de temps de tous les acteurs de l'entreprise pour en aligner les intérêts. Puisqu'on parle de temps, je voudrais revenir quelques instants, 30 ans en arrière. Depuis la chute du mur de Berlin, depuis la fin de la guerre froide qu'elle a symbolisée, le capitalisme triomphant a permis de sortir 1 milliard de personnes de la pauvreté. Dans le même temps, cela s'est accompagné de la croissance historique sans précédent des inégalités de revenus et d'une pression sur les ressources naturelles insoutenable. Un triple défi auquel nous sommes tous confrontés. Développement économique, résorption des inégalités, transition écologique. La loi Pacte, avec ses 146 articles, ne prétend évidemment pas à elle seule résoudre ce triple défi, mais elle va dans le bon sens. Elle permettra à l'économie française de mieux prospérer, de mieux partager les fruits de cette prospérité et aussi de mieux responsabiliser ses acteurs, notamment face à l'urgence environnementale. Je le disais, cette loi elle allonge l'horizon de tous les acteurs de l'entreprise. L'entreprise elle-même, qui auront, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, 5 ans pour adapter les seuils auxquels elles doivent se conformer, même s'ils sont simplifiés, au cycle de vie de l'entreprise. Elles auront plus de facilité pour naître, pour croître, pour mourir, parce que ça arrive, mais aussi pour rebondir. Évidemment, on en baissera les charges via la suppression des stages obligatoires et via la suppression des coûts liés à la création et à la croissance de l'entreprise. Les salariés, eux aussi, voient leur horizon allongé parce qu'ils seront mieux associés à la stratégie de l'entreprise, parce qu'ils seront mieux associés aux fruits du travail de l'entreprise, et parce que, avec toutes les mesures qui sont faites pour favoriser l'intéressement et la participation, ce seront plusieurs dizaines de milliards qui seront disponibles pour qu'eux aussi puissent investir à long terme dans les entreprises françaises. Les actionnaires, les épargnants, eux aussi verront leur horizon allongé. Je viens d'un pays où j'ai passé 8 ans, où le choix des fonds de pension a permis de bénéficier d'un capital de long terme qui permet de financer les entreprises locales. D'autres pays ont fait d'autres choix. En Allemagne, c'est le capitalisme familial. En Norvège, c'est les fonds souverains. D'autres ont des fonds de réserve. En France, ce capital de long terme, il manque cruellement. Et moi, je suis persuadé, Monsieur, Madame le Ministre, qu'avec ce que vous nous proposez sur l'épargne retraite, sur l'intéressement, mais aussi sur la participation, on va être capable d'allonger l'horizon des investisseurs en France. À condition, évidemment,
que le capital aille où on en a besoin, les PME qui feront l'avenir des entreprises françaises. L'État, vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre, doit lui aussi changer de braquet, changer de logiciel, allonger son horizon. Le rôle d'un État, ce n'est pas de recevoir des dividendes tous les ans d'entreprises dont il est actionnaire, alors que les secteurs dans lesquels elles évoluent n'ont d'intérêt stratégique, vous l'avez dit, que de gérer des centres commerciaux. En 1960, les grandes inventions, elles se dessinaient dans un bureau à l'Élysée avec 3 ingénieurs, que ce soit le nez du Concorde ou le nombre de centrales nucléaires. La guerre froide a elle aussi permis de générer des innovations dont on bénéficie encore tous les jours. Internet, c'est un bébé de la guerre froide. Aujourd'hui, les innovations, ce n'est plus à l'Élysée, ce n'est plus dans la guerre froide qu'elles se font, ce sont dans des garages, dans des chambres, dans des entreprises, dans des laboratoires. Et tout ce que vous nous proposez, Monsieur le Ministre, pour générer de l'innovation de rupture, le fonds d'innovation, le statut de chercheur-entrepreneur, vont dans ce sens de la redéfinition de ce qu'est le rôle de l'État moderne au XXIe siècle. Un État stratège, un État innovant et aussi un État qui protège. 2 acteurs ne sont pas nommément cités dans ce texte et pour moi, ils y sont pour autant présents. Le premier, c'est le consommateur, ou je devrais dire sans doute plutôt le consommateur. Nous sommes tous des consommateurs, ici dans cet hémicycle, dans les travées, les entrepreneurs, les salariés, et nous faisons tous face, le week-end en général, quand on a un peu de temps, face à notre devoir de responsabilisation dans nos comportements de consommation. On le voit tous les jours, des entreprises qui parfois font un peu de ripollinage et nous annoncent de grands objectifs sociétaux, environnementaux, mettent parfois leurs pratiques à l'encontre de ces grands objectifs qu'ils nous annoncent dans leur publicité. Je ne citerai pas des exemples, mais certaines chaînes de café ou de véhicules de transport en commun l'ont montré récemment. Et à côté de ça, il y a des vraies entreprises qui véritablement sont prêtes à mettre au cœur de leur mission des objectifs qui vont au-delà de la quête du profit. J'ai rencontré il y a quelques jours, dans le cadre des auditions, la société Biocop, que vous connaissez tous, qui véritablement est prête, via la distribution de produits de qualité, biologiques, dans les circuits courts, à changer les habitudes de consommation en France. Eh bien, avec les 3 étages de la fusée qui redéfinissent l'entreprise en France dans ce texte, l'objet social, la raison d'être et l'entreprise à mission, qui a émergé du travail de la Commission, nous redéfinissons ce que c'est qu'une entreprise française au XXIe siècle et nous donnons la place à ces entreprises qui soient véritablement devenir des acteurs sociaux. Le deuxième acteur, qui est absent du texte nommément, mais qui y est beaucoup, c'est les territoires. Parce que si nous souhaitons résorber la fracture territoriale, il faut que les entreprises puissent se créer, puissent croître, puissent exporter à partir de tous nos territoires. Et ce que vous nous proposez, Monsieur le Ministre, sur la réforme des grandes entreprises financières publiques françaises que sont la Caisse des dépôts et consignations, la CNP et évidemment la Poste, va aussi dans ce sens. Avant de terminer, 2 mots de mon rôle de rapporteur général, qui sera, comme j'espère l'avoir montré en commission, d'écouter les suggestions qui viennent de tous les bancs, mais aussi d'appuyer les rapporteurs thématiques dans leur travail, et d'une certaine manière d'être un peu le gardien du temple de l'équilibre de ce texte qui doit libérer, mais aussi protéger, qui doit nous permettre de prospérer, mais aussi de responsabiliser. Je porte personnellement 2 amendements, un amendement sur le fonds de pérennité économique, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir en séance, mais aussi un amendement sur lequel je veux vous dire 2 mots, parce qu'il interviendra en fin de séance, mais je pense qu'il est important pour tout le monde. Je souhaite que cette Assemblée se saisisse de l'évaluation de cette loi, avec un dispositif ad hoc, et que nous portions ensemble le suivi de tous les enjeux majeurs qui sont présents dans cette loi. Et donc je déposerai cet amendement, il a déjà été déposé, vous l'aurez dans quelques jours, et je serai évidemment prêt à l'amender en fonction des idées de tous les bancs, de manière à nous assurer que nous vous suivrons de près, Monsieur, Madame le Ministre, dans la mise en œuvre, dans l'exécution et dans l'évaluation de cette loi. En 1936, Charlie Chaplin caricaturait dans les temps modernes les excès du productivisme, de l'automatisme et de l'accélération du temps qui viendraient à faire littéralement péter un boulon aux travailleurs dont les conditions de vie étaient ravagées par l'industrialisation, une société qui déresponsabilisait les individus en les aliénant. Bien loin de l'image de Charlie Chaplin, cette loi Pacte redéfinit l'entreprise du XXIe siècle autour des défis de notre temps.
libérer, prospérer, responsabiliser et protéger, conditions indispensables et indissociables d'une économie soutenable et qui bénéficie à tous et à toutes. Je vous remercie.